président Ouattara est perdu. Les rues d'Abidjan sont en feu. C'était-ce un coup, une révolution, ou quelque chose d'encore plus profond? Voyons ce qui a conduit la Côte d'Ivoire à ce point de départ. Avant que le feu d'armes s'écoule à Abidjan, avant le blackout, les drones et les rumeurs d'un abandonné président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était déjà sûrement en guerre avec elle-même. Pas dans la manière dont le monde mesure les conflits, mais dans une forme plus insidieuse. Une guerre de confiance, de silence et d'érosion lente. De l'extérieur, le pays ressemble à un établissement. De l'intérieur, c'est frais. Au centre de ce frais, il y avait un homme qui avait été accueilli comme l'architecte de la récupération, le président Alassane Ouattara. Pendant plus d'une décennie, Ouattara s'est présenté comme un modernisateur. La Côte d'Ivoire sous ses règles a attiré des millions d'euros d'investissement, a construit des routes brillantes et est devenu un magnate pour les corporations de coco et d'huile mondiale. Les rumeurs internationales ont apprécié son miracle économique. Mais dans les voisins de Yopougon, Buaké et Korogo, les gens ont dit une autre vérité. Son renommé au pouvoir en 2010 a été construit en violence. La crise post-électionnelle de l'année a été triggerée lorsque l'incandescent a refusé de baisser, a fini avec l'intervention militaire française et les morts de plus de 3000 personnes. Ouattara a pris le pouvoir, mais pas la paix. Un calme fragile s'est réglé dans le pays, maintenu par des troupes étrangères, de l'argent international et une machine politique bien gestionnée. Cette machine a commencé à s'arrêter en 2020, quand Ouattara a annoncé sa candidature pour un troisième terme. La constitution de la Côte d'Ivoire a été claire. 2 termes seulement. Mais une réinterprétation légale controversée a permis à lui de repartir, en disant que la nouvelle constitution a révélé le cloche. Beaucoup ont disagé. Des manifestations ont émergé. Ils ont été rencontrés avec force. Plus de 80 personnes sont mortes par la violence liée à l'élection. Et encore, Ouattara a gagné. Depuis ce point, il a gouverné plus comme un monarque que comme un président. Les leaders de l'opposition ont été emprisonnés ou exilés. Les groupes politiques de la jeunesse ont été bannis. Les bases militaires françaises sont restées sans toucher. Ce qui a poussé la résente publique. En même temps, de grands tracts de terre ont été envoyés à des entreprises multinationales, en particulier dans les secteurs de la coco et du minage, qui ont déplacé les agriculteurs locaux. Le franc CFA, toujours attiré par le trésor français, est resté la monnaie nationale, symbolisant un govet colonial que personne en pouvoir n'était intéressé à terminer. L'angoisse a disparu en silence, surtout entre les jeunes. Plus de 60% de la population est en dessous de 25 ans. Mais ils étaient invisibles dans les salles de pouvoir. Bâtis, sans voix et entourés de richesses qu'ils ne pouvaient pas accéder. Beaucoup ont commencé à considérer le pays non pas comme un protégeant, mais un gardien de la porte. Ensuite, il y a eu les rumeurs d'armées d'officiers malheureux avec des privilèges élites, des étudiants qui invoquent le nom de Thomas Sankara, des vétérans qui lamentent le pays dont ils ont lutté pour le protéger. Au début de l'année 2025, quelque chose a changé. Pas visiblement, mais en dessous de la surface. Les rumeurs d'armées d'officiers malheureux ont augmenté. Les campagnes universitaires ont éclaté avec l'organisation souterrain. Les agriculteurs de l'Ouest ont refusé d'obtenir de nouveaux logements d'entreprises étrangères. L'art de la rue à Abidjan a commencé à porter des symboles non pas de protestation, mais d'insurrection. Les cracks étaient désormais des canyons. Et pourtant, la communauté internationale s'est concentrée sur les chiffres de GDP, en ignorant ce qui se trouvait en dessous. Parce que sur le papier, la Côte d'Ivoire avait l'air bien. Sur le sol, c'était une poudre. Puis, en mai, le match a été éclaté. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces heures cruciales quand la silence s'est transformée en chaos? Voyons de plus près. Voici un rappel. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Tout a commencé comme la plupart des tempêtes le font, pas avec la lumière, mais avec la silence. Le matin du 19 mai 2025, des habitants du nord d'Abidjan ont rapporté quelque chose d'étrange. Un mouvement militaire très lourd près des baraques de la BIMP. Des heures plus tard, le radiateur national a disparu. Les réseaux cellulaires ont brûlé. La nuit, toutes les plateformes sociales avaient été restrictes ou coupées complètement. Puis est arrivé le son. Des bruits rythmiques distants d'un feu d'armes automatique. Certains pensaient que c'était un drôle. D'autres le savaient mieux. Lorsque le soleil s'est élevé le 20 mai, Abidjan a changé. Ce n'était pas un annoncement tout à coup ni une déclaration formelle. Le pays s'est transformé en un coup comme un corps qui se met en gravité.
Les routes principales ont été bloquées par des points de contrôle improvisés, ne pas commandés par les forces de gouvernement uniformes, mais par des soldats masqués sans insigne. Des hélicoptères ont avancé sur des bâtiments importants du gouvernement. Le palais présidentiel a été annoncément évacué, mais personne ne le savait. C'est parce que l'arme la plus effrayante utilisée n'était pas d'arme, c'était du blackout. Pendant près de 48 heures, tout le pays a été plongé dans une crise de communication stratégique. Les médias d'État ont publié des contenus préenregistrés. Les journalistes internationaux ont été bloqués par le broadcast. WhatsApp, Twitter et même Google Search ont été arrêtés. Les gens ont changé de mots de parole et des rumeurs ont disparu comme un feu dans la pêche. Certains ont dit que le président Ouattara a été tué dans une bataille d'armes près de l'aéroport. D'autres ont dit qu'il avait été emprisonné à Ghana. Une troisième version a circulé qu'il se cachait sous la protection de l'ambassade française. Personne ne pouvait le vérifier. Mais ce qui pouvait être vu était indéniable. Dans Bouaké, les protestants ont marché en célébration, en posant des flèches qui disaient « La victoire est notre ». Dans Yamoussoukro, les soldats de Rebelle à Ligne ont baissé la flèche nationale au bureau de gouvernement et l'ont remplacée avec un simple couteau vert. Dans les quartiers de la capitale, les hommes d'armes ont annoncé et ont forcé les stations de radio locales à télécharger des slogans cryptiques concernant « Une nouvelle époque pour les Africains par les Africains ». En d'autres termes, ce n'était pas seulement un coup. C'était un message. Et ce message s'est diffusé. Contrairement aux coups d'État qui ont commencé et terminé dans des cercles élites, celui-ci a immédiatement disparu dans les rues. Des jeunes, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais voté ou été comptés, se sont emprisonnés dans une célébration apparente. Il est parti. Le puppet étranger est parti. Le coup d'État a éclaté mais l'admiration n'était pas universelle. Les canaux diplomatiques entre Abidjan, Paris et Washington ont éclaté. Les analystes de la défense ont posé des flèches rouges, un leader charismatique avec une vision radicale, un soutien à la jeunesse, et un contrôle militaire sur une nation riche en ressources. Ce n'était pas juste inconvénient, c'était dangereux. Surtout si ces promesses n'étaient pas justes pour montrer. Mais pouvait-il tenir le pouvoir? Et à quel coût? La lutte avait juste commencé. Lorsqu'il est sorti des ombres et a mis en place sa vision révolutionnaire, il a fait plus d'électrifier l'île d'Ivoire. Il a explosé à travers les frontières comme une vague saisie. La parole a duré seulement des minutes, mais ses effets ont été immédiats. Son appel à détruire les systèmes néocoloniaux a touché précisément l'intérêt mondial. L'argent, le militaire et l'influence. Et le monde s'attendait. Très prochement. Très nerveusement. Dans 48 heures de son apparition télévisée, quelque chose d'étrange s'est passé. Les cieux au-dessus de Yamoussoukro et de Korogo ont explosé avec des avions inconnus, petits, sans marque et presque silencieux. Ce n'étaient pas des jets de la Côte d'Ivoire. Ce sont des drones, chirurgicales, délicates et mortelles. Cette même nuit, une explosion a éclaté un composant récemment utilisé par la leadership transitionnelle du coup. Les initiales de l'équipe de Kedio ont blâmé l'attaque sur l'intervention de mercenaires étrangers. Aucun pays n'a déclaré sa responsabilité, mais les analystes ont été rapides à pointer les doigts. Les objectifs étaient trop précis pour être des opérations locales. Des données satellites qui ont été publiées par les médias africains montrent des modèles consistant des attaques utilisées par les militaires privés western. Plusieurs de ces entreprises avaient des contrats longs avec les gouvernements régionaux pour soutenir les insurgés. Et d'autres sont connus pour les opérations d'intelligence françaises et américaines. Un nom s'est répandu. Agima Group, une entreprise de sécurité privée française avec un emprunt dans les bases d'air sahéliennes. Pour ceux qui connaissaient les règles de la chaise postcoloniale, c'était familier. Quand un leader africain a menacé les intérêts économiques ou militaires français, l'intervention n'est rarement passée par des troupes officielles. Elle est passée par des drones, des assets déniables et une triangulation économique. Sankara l'a rencontré. Gaddafi l'a rencontré. Maintenant, ce homme était dans la croix. Mais cette fois, quelque chose d'intéressant. Au lieu d'être isolé, son mouvement a provoqué un dérèglement à travers le continent contre les mêmes puissances qui essayaient de le silencer. Au cours des jours, des mouvements jeunes au Sénégal ont organisé des protestations de blanchiment, qui ont fermé l'infrastructure liée aux Français et la solidarité. À Bamako, le Premier ministre malien Issata Konaté a évoqué une déclaration publique pour garder ses ombres de la terre d'Ivoire. La leadership transitionnelle du Guinea s'est améliorée, en offrant des unités de protection pour assurer les ministères d'Ivoire clés, un geste sans précédent d'un soutien militaire intra-africain. Ce n'était pas seulement une solidarité émotionnelle, c'était une défiance stratégique. Dans Ouagadougou, le gouvernement de Burkina Faso a rapidement traité une motion de suspension de la coopération de la défense jointe avec la France,
jusqu'à ce que la situation sur l'île d'Ivoire soit clarifiée. Niger, en même temps, a permis en silence aux représentants de Quetio de se rencontrer avec des militaires de l'AES sur la coopération croissante. La vision était claire. Si une nation pouvait se libérer, d'autres pourraient le suivre. Et si cela s'est passé, la grippe de France sur l'Afrique francophone pourrait collapser dans quelques mois. L'Ouest a vu la menace et a commencé à agir en accord, mais pas toujours visiblement. Les institutions financières internationales, comme l'IMF et les banques mondiales, ont suspendu la dispersion des fonds de la Côte d'Ivoire. Les prévisions économiques ont annoncé une crise d'instabilité régionale, un classique coup de poignet pour la quitation de l'argent. Les médias majeurs ont tout d'un coup changé de ton, en marquant la coupure comme une attaque à la puissance populaire et en questionnant la santé mentale de Quetio. Des rumeurs non vérifiées ont commencé à circuler sur les pertes internes et les abus de droits humains, malgré l'indépendance qui ne les a pas confirmés. Tous les outils classiques de sabotage, militaires, financiers, psychologiques, etc. ont été déployés. Mais plus le monde extérieur a poussé, plus la société civile africaine a commencé à s'unir. À travers le continent, une question a éclaté plus fort que n'importe quel tir de drone. Pourquoi est-ce qu'un rêve d'un soldat africain a causé autant de panique à Paris et à Washington ? Parce que ce n'était pas seulement un rêve. C'était un plan bleu, et un rêve que d'autres ont commencé à croire. Mais ici, il y a une autre nouvelle. Pas tout est aussi clair que ça a l'air. Alors que certains témoins ont rapporté des tirs d'armes et des mouvements militaires, d'autres ont dit que leur ville restait silencieuse pendant le coup. Plusieurs informateurs de la Côte d'Ivoire ont dit que le blackout a été exagéré, que le prix de mort a été infligé, et que Ouattara n'a jamais quitté le palais présidentiel. Une photo a été circulée le 23 mai, montrant qu'il présidait une réunion de cabinet, souriant, assis et sans l'air. Les médias internationaux ont été lents et prudents. Certains informateurs ont évoqué des témoignages conflits, d'autres ont cité des sources proches du militaire qui confirment l'inquiétude, d'autres ont suggéré que la histoire a été éblouie par le chaos sur les réseaux sociaux et des vidéos manipulées. La vérité, comme elle est une réalité fragmentée filtrée par peur, l'agenda et l'émotion. Ce que nous savons, c'est que quelque chose se passe sur la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est une révolution, peut-être c'est un mirage, mais de toute façon, c'est exposer des fractures profondes qui étaient toujours là. Des fractures dans la foi, la légitimité et la contrôle. Qu'il y ait vraiment un coup ou seulement la peur d'un coup, l'effet est le même. Le pays a été éloigné. Les rues sont calmes maintenant, mais les questions sont plus éloignées que jamais. Pourquoi y avait-il des blackouts à travers les grandes villes pendant 2 jours ? Pourquoi apparaissent-ils des points de contrôle militaire, même si brièvement, près des bâtiments gouvernementaux ? Pourquoi a-t-il pris tellement de temps de répondre ? Et peut-être, le plus tentativement, si tout cela n'était qu'un rumeur, pourquoi a-t-il l'air tellement réel à tant de gens ? Dans l'Afrique ouest, une région encerclée par les coups, les révoltes et la diplomatie sombre, la vérité est souvent la première victime. Et jusqu'à ce que l'image complète s'ouvre, la Côte d'Ivoire reste dans un étrange genre de limbo, attrapée entre les narratives compétitives, entre le fantôme de la révolution et la machine de la dénonciation. Pour l'instant, nous sommes restés avec plus de questions que d'anses. Mais peut-être, c'est le point. Parce que parfois, même le rumeur d'une révolution est suffisant pour exposer qui a peur d'une. Voyons ce qui se passe d'après, et si la Côte d'Ivoire se dirige vers la révélation ou la collapse. Peut-être que la coupe a eu lieu, peut-être qu'elle ne l'a pas eu. Mais dans les deux versions de l'histoire, une vérité s'ouvre. Quelque chose s'est déroulé que nous n'avons pas voulu voir. Peu importe si c'était une insurrection faillie, une rébellion supprimée ou simplement une distraction politique bien coordonnée, la foule autour de tout ça suggère le contrôle. Pas la transparence, c'est le but. Et peut-être que c'est la partie la plus dangereuse, pas la coupe elle-même, mais l'effort d'écrire ou de réécrire avant que les gens comprennent ce qu'elle signifie. L'histoire et la Côte d'Ivoire a toujours eu 2 versions, celle que les gens ont vécue et celle que le régime écrit après. Et en ce moment, nous regardons la deuxième être écrite en temps réel. Pensez-vous que ce sont des rumeurs ou que quelqu'un est en train de cacher quelque chose ? Peut-être que les choses sont de retour à la normale et que le régime essaie de cacher ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire ? Dites-nous dans la section ce que vous pensez. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté d'elle. Nous avons décidé de faire des vidéos sur l'actualité de la géopolitique mondiale. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.